Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants, François Hesbourg, conseiller spécial pour l'Institut d'études stratégiques basé à Londres et qui vient de publier Les leçons d'une guerre chez Odile Jacob, Ariel Schwab, qui est directrice générale adjointe de Havas Paris, Alberto Toscano, la presse européenne. Et puis Michel Taubman, dans un instant, politique internationale, qui se trouve en ce moment même en Israël et que nous rejoignons dans un instant. Alors nous consacrerons l'essentiel de notre émission à la suspension du projet de réforme judiciaire et aux négociations qui ont cours essentiellement sous l'égide du président Herzog. Nous parlerons des tensions israélo-américaines autour de ce projet de réforme et on va commencer avec vous, Michel Taubman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais commencer par vous demander à quoi faut-il attribuer la suspension du projet de réforme judiciaire ? Qu'est-ce qui a été déterminant ? Est-ce que c'est le fait que le compte n'y était pas ? Est-ce que c'est la déclaration publique de Yoav Gallant, le ministre de la Défense ? Est-ce que c'est le coup d'arrêt souhaité de manière très ferme par le président Macron ? Ou est-ce que c'est la vague de protestation dans le pays ? Qu'est-ce qui a été déterminant ? La question est la réponse est dans votre question. C'est tout ça en même temps. Les événements se sont précipités la semaine dernière. Samedi dernier, il y a eu des manifestations encore plus importantes que celles des jours précédents, des semaines précédentes. C'était le 12e samedi de manifestation. Et ce soir-là, le ministre de la Défense, Gallant, pendant les manifestations, a annoncé qu'il demandait le retrait du projet de loi, ce que demandaient donc les manifestants. Et le lendemain, le dimanche soir, Benjamin Netanyahou a décidé de démettre ce ministre qui demandait ce que demandaient les manifestants et ce que souhaitait une partie des dirigeants du Likoud, l'aile modérée, des gens comme l'ancien président de la Knesset, Edelstein, et quelques autres. Et donc, on a eu une situation qui devenait insurrectionnelle. Dans la nuit de dimanche à lundi, des manifestations spontanées sont éclatées partout. Et à Tel Aviv, on a eu des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes qui sont sortis dans les rues, et un peu partout dans le pays, mais surtout à Tel Aviv, et ça a duré toute la nuit. Et avec des blocages de l'autoroute à Yalon, et donc on avait un climat quasiment insurrectionnel, et cette fois-ci en défense du ministre de la Défense du gouvernement Netanyahou. Et le lundi matin, les choses se sont précipitées lorsque la Histadrout a appelé à la grève générale. Et en quelques minutes, en une heure, on a vu des magasins se fermer, on a vu les McDo cesser de travailler, on a vu tous les gens de la high-tech à Tel Aviv, évidemment, arrêter de travailler, descendre dans les rues, et on avait une situation qui était quand même quasiment insurrectionnelle, surtout que ce qu'avait donné comme argument le ministre de la Défense, c'était que la sécurité du pays était en danger. Donc on avait pas simplement un mouvement revendicatif, mais un mouvement quelque part de défense des intérêts du pays. Et donc la journée de lundi a été une journée durant laquelle Netanyahou a négocié comme un équilibriste, puisqu'il annonçait toutes les heures qu'il allait parler, et on a attendu toute la journée, de 9h du matin à 8h du soir, qu'il parle, parce que le problème, c'est de savoir ce qu'il allait dire. Est-ce qu'il allait annoncer la fin de la coalition, ou est-ce qu'il allait annoncer qu'il pouvait encore permettre à sa coalition de survivre. Et il a réussi à obtenir un sursis pour la coalition, mais ça a été très, 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 très compliqué, parce qu'il y avait la pression de plusieurs personnalités importantes du Likoud,
des modérés du Likoud qui demandaient le retrait du projet de réforme et qui étaient solidaires de Galland et qui dénonçaient l'éviction de Galland. Et on avait de l'autre côté l'extrême droite, notamment Ben Gvir, qui disait, et Smotrich, qui disait qu'ils avaient quitté la coalition. Donc, il n'y avait plus de gouvernement Netanyahou. Et Netanyahou a réussi, au prix vraiment de concessions très lourdes, à l'aile droite de son gouvernement à Ben Gvir, c'est-à-dire en concédant la constitution d'une police, d'une garde nationale sous la direction du ministre Ben Gvir, donc d'une sorte de milice qui échappe aux autres services de sécurité. Et en échange de ça, on a annoncé non pas le retrait du projet de loi, mais la suspension pour quelques semaines et le début de négociations. Alors, le début des négociations qui ont été entamées sous l'égide du président Herzog entre les représentants de la coalition et de l'opposition pour trouver un compromis sur la réforme judiciaire. Quelles sont d'abord les chances d'arriver à ce compromis et quelle est la feuille de route de ces négociations? De quoi vont-ils parler? Est-ce que c'est enfin, quel est le périmètre des discussions? Est-ce qu'il s'agit uniquement de la réforme judiciaire? Est-ce qu'il s'agit de remodeler? Non, parce qu'il n'y a pas de constitution, mais est-ce qu'il s'agit de bâtir une esquisse de constitution? Est-ce qu'il s'agit de parler du système électoral en vigueur et qui a mené, on l'a bien vu, à une impasse? De quoi vont parler les uns et les autres autour du président Herzog? Alors écoutez, j'ajouterai un élément important qui s'est produit dans la journée de lundi, c'est une lettre du président Biden à Benjamin Netanyahou. Absolument, on va en parler. Donc, de quoi vont-ils parler? Moi, il me semble, d'après les informations qu'on a actuellement, qu'il s'agit de gagner du temps. Il s'agissait d'apaiser les tensions, parce que les tensions étaient très fortes, puisque j'étais lundi à Jérusalem, et on avait d'un côté un cortège pro-réforme, de l'autre côté un cortège anti-réforme, donc les choses pouvaient tourner à l'affrontement physique. Donc on a des deux côtés voulu apaiser les choses, on gagne du temps, mais il me semble impossible que Netanyahou puisse conserver sa coalition et obtenir un accord avec l'opposition, notamment avec Benny Gantz, qui est le plus modéré et le plus partisan d'un accord. C'est-à-dire qu'un accord est possible. On peut trouver un accord pour réformer la justice, mais pas avec tous les membres de la coalition de Benjamin Netanyahou. C'est ça le problème. Donc, soit ces négociations échouent dans quelques jours, quelques semaines après Pessah, et au moins on aura passé les fêtes tranquillement, soit elles sont le canal vers un changement de coalition. Elles sont un sas qui permettrait de recomposer le paysage politique. Mais je n'y crois pas beaucoup parce que la pression est très forte des deux côtés. Des deux côtés, du côté de ceux qui ont manifesté depuis plusieurs semaines, on ne veut plus entendre parler de Netanyahou et on n'accepterait pas un raccommodage avec un gouvernement, Gantz, Netanyahou, etc. Et de l'autre côté, on est aussi très remonté et on considérerait ça comme une trahison si on abandonnait la réforme. Donc je pense que les choses vont rebondir et il y aura notamment, non seulement la réforme comme sujet de conflit, mais il y aura d'autres sujets de conflit parce que profondément, la société israélienne est divisée entre deux conceptions antagoniques de la société, l'une mettant l'accent sur la démocratie et l'autre mettant l'accent sur la religion. Alors, vous en avez parlé il y a un instant, et tout ça se double d'une crise dans les relations entre Israël et les États-Unis, avec une déclaration très ferme du président Biden qui affirme qu'il ne recevra pas pour l'instant Benjamin Netanyahou, alors que c'est de tradition, ça fait déjà 3 mois et il n'est toujours pas reçu. Comment réagit l'opinion en Israël à ce durcissement des Américains? Alors, écoutez, ceux qui sont contre la réforme sont plutôt contents d'avoir ce renfort américain. Bon, mais d'une certaine manière, c'est vrai que Joe Biden va très loin. Il va très loin dans l'ingérence publique, pas simplement en sous-main. En s'exposant à la critique de quoi il se mêle, ce sont les affaires israélo-israéliennes et il n'a pas interféré là-dedans. Oui,
Oui, mais alors d'abord, il faut quand même se rappeler qu'il y a un contentieux très lourd. Benjamin Netanyahou lui-même était allé au Congrès américain en 2015 pour plaider contre le JCPO et contre l'accord sur le nucléaire que Obama et les autres puissances du Conseil de sécurité voulaient aller signer avec les Iraniens. Donc Netanyahou s'est lui-même engagé dans les affaires intérieures américaines. Et puis, d'une certaine manière, Joe Biden, il est déjà en campagne. Et le combat qu'il mène contre les populistes en Israël, c'est aussi le combat qu'il mène contre les Trumpistes aux États-Unis. Et il y a un peu une assimilation. Et d'une certaine manière aussi, Joe Biden, qui est un grand ami d'Israël, ne peut pas aujourd'hui, doit donner des gages à l'aile gauche du Parti démocrate, dont certains exigent l'arrêt de toute aide à Israël. Et il ne leur donne pas des gages sur la question palestinienne, puisqu'il y a une aile vraiment antisioniste dans le Parti démocrate, ce qui est nouveau par rapport au passé, mais il colle à un problème qui est interne à la société israélienne et dans laquelle il ne s'oppose pas à tout Israël, mais dans laquelle une majorité, peut-être faible, des Israéliens sont plutôt d'accord avec lui, puisque d'après tous les sondages, la majorité des Israéliens aujourd'hui voudraient un arrêt de la réforme. Même certains, même une partie des électeurs de l'Écoute qui étaient pour le principe de la réforme et qui veulent qu'aujourd'hui on arrête la réforme et qu'on évite de diviser le pays. Michel Taubman, et on va revenir en plateau pour vous entendre d'abord sur cette crise. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est une crise passagère? Est-ce que c'est un moment de tension entre les deux pays? Et puis ce problème qui s'est posé de savoir s'il n'y avait pas intrusion de l'administration américaine au fond dans une question intérieure à la société israélienne. Je me tourne d'abord vers vous, François Hesbourg. Oui, la crise est en grande partie une crise sur toile de fond des élections américaines qui se dessinent. Hein. On est certes encore à 19 mois des élections, mais ça a déjà commencé. Donc les pro-réformes, Bibi Netanyahou en tête, jouent la victoire de Trump ou d'un président trumpien, et il se pourrait qu'ils aient raison, et l'Amérique de Trump ne portera probablement pas un regard hostile au fait qu'Israël et les États-Unis aient eu un épisode désagréable aujourd'hui. Mais évidemment, c'est un pari que font les pro-réformes. Quant aux anti-réformes, en quelque sorte, ils sont amenés à faire le pari inverse. Mais tel que les choses évoluent aux États-Unis même, le fait est que le clivage qui avait commencé à s'ouvrir il y a quelques années entre Israël et le Parti démocrate, ce clivage est en train de s'aggraver. Et s'aggrave avec lui aussi le contentieux qui se dessine entre l'électorat démocrate juif et Israël. Et là, je dois dire que le gouvernement actuel de Netanyahou joue quand même avec le feu. Hein, c'est mettre à risque la principale relation de sécurité et de défense d'Israël à cause d'un sujet de politique intérieure israélien, c'est quand même extraordinairement risqué, surtout à un moment où d'autres acteurs dans la région, je pense notamment à la Chine, sont en train de déployer leurs efforts, et notamment dans le cas de l'Arabie saoudite, c'est la Chine qui est à la manœuvre dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et la perspective d'obtenir de nouvelles adhésions aux accords d'Abraham, notamment sous la forme d'une adhésion saoudienne, sont en train de s'évanouir. Et les États-Unis subissent une perte d'influence à spectre large au Moyen-Orient. Bibi Netanyahou est en train d'y contribuer à sa façon. C'est probablement pas une bonne nouvelle pour Netanyahou, qui a obtenu ce qu'il voulait. Hein. Il voulait que les Américains essayent de détruire le JCPOA.
Et le résultat, c'est que l'Iran est à quelques semaines de pouvoir se doter de suffisamment de matières fissiles pour mettre au point plusieurs armes nucléaires, sans que les États-Unis n'aient la volonté ou la capacité d'y faire quoi que ce soit. Et Israël tout seul ne pourra probablement pas gérer ce problème. D'autant que le Premier ministre israélien ne s'est pas exprimé sur la menace nucléaire iranienne, alors que ça a toujours été son grand combat. Oui, vous avez une explication? Il s'est créé d'autres soucis, ses problèmes judiciaires personnels en Israël, le clivage du pays sur la réforme de la justice, et puis il faut bien le dire, l'absence d'options crédibles pour Israël face à la marche de l'Iran vers l'arme nucléaire, marche qui a été accélérée, renforcée grâce à la politique de Netanyahou, c'est-à-dire le fait d'avoir convaincu les Américains de sortir du JCPOA. C'est comment on fait son lit, on se couche, et le problème c'est que le lit, il a quand même des draps un tout petit peu nucléaires. Alberto Toscano. Israël s'est affaibli suite à cette crise. Et je pense qu'il n'y a pas de doute. On le voit dans la position internationale d'Israël, parce que la sécurité n'est pas seulement une question de bombes et d'avions dont on dispose, c'est aussi une question de relations internationales. Et sur le terrain international, à partir des perceptions de l'opinion publique, on regarde la presse de tous nos pays. Moi, je lis évidemment la presse italienne, parfois je l'écris aussi, et on voit la presse française, on prend la presse européenne en général. Et on perçoit une chose évidente, on se méfie d'Israël. On se méfie de ce gouvernement israélien. Pas de l'État d'Israël, mais de ce gouvernement israélien. Donc, sur le terrain international, Israël a perdu du terrain en termes de sécurité et en termes de soutien suite à cette réforme, qui est une réforme qui n'est pas une simple réforme normale, d'une dynamique normale. C'est une réforme profonde qui change la nature elle-même d'un pays qui, ne disposant pas d'une constitution, bâtit chaque jour ses propres institutions dans la pratique et dans ses choix. Et le choix de modifier radicalement les questions de la justice est un choix qui regarde la base même des institutions de ce pays. Sur le terrain intérieur, Israël est un pays profondément divisé. Le débat conflictuel sur cette réforme a contribué à diviser l'opinion publique israélienne, mais tout pays démocratique est divisé en deux partis qui peuvent s'alterner au pouvoir. Mais dans ce cas spécifique, ces deux parties de l'opinion publique, du peuple israélien, ne parlent pas entre elles, sont l'une contre l'autre armées. Et ça affaiblit... Armée, non, on n'en est pas là. C'est une façon de dire. Ah, d'accord. On ne le prend pas au premier degré, évidemment. Armée sur le terrain de la polémique, pas des attentats ou d'autres choses. Mais la discussion est on en parlera quand dure, on comparera et tout n'arrive à l'heure pas à communiquer, ça je vous l'ai dit. Réformes. Ces deux parties de l'opinion publique israélienne n'arrivent pas à communiquer, elle arrive seulement à s'affronter. Et dernier élément de cet affaiblissement d'Israël suite à cette réforme, pour l'instant réforme manquée, heureusement, je me permets de rajouter, est l'attitude de l'armée, de Tzahal, qui exprime toutes ces perplexités qui entrent en jeu par des choix qui sont parfois marginaux, mais très significatifs de refus de participer à certaines initiatives de l'armée israélienne elle-même. Ariel Schwab, vous qui êtes spécialiste de communication, il y a un problème d'image aujourd'hui d'Israël? Alors, on sait tous que la question de l'image d'Israël nous hante et nous préoccupe toute personne qui se sent liée au destin de ce pays, c'est que la question de son image est un sujet de fragilité. Pour autant,
je pense qu'il y a des éléments qui sont radicalement nouveaux dans ce qui est en train de se passer. Parce que je vous entendais tout à l'heure dire que Israël était fragilisé du fait que les opinions et certains de ses alliés pouvaient remettre en question la réforme qui était proposée. Moi, je pense que ce qui est nouveau là et particulièrement fragilisant, c'est si on peut les qualifier comme ça, les opinions juives, c'est-à-dire les positions et la position des différentes communautés juives dans les pays dans lesquels elles vivent. Et donc, en fait, de ce mot d'ailleurs qu'on voit fleurir dans nos médias aujourd'hui et qui était plutôt un mot interne à la communauté juive, ce mot de diaspora. Tous les grands leaders d'opinion du monde juif aujourd'hui prennent des positions publiques dans les médias de leur pays en se positionnant comme membres de la diaspora. Je trouve ça assez nouveau et assez intéressant. C'est-à-dire qu'on sort de notre réserve citoyenne pour exprimer une grande crainte. J'imagine. Et il y a beaucoup de positions critiques sur la réforme qui commence par « J'aime Israël ». Voilà. Alors, « J'aime Israël », ça, on l'a toujours plutôt entendu parce que les gens, les uns et les autres, avaient pas forcément besoin d'être discrets sur le fait sur leur attachement et la nécessité de défendre la légitimité d'Israël. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment nouveau, je pense, c'est ce positionnement en tant que membre de la diaspora, c'est-à-dire le lien qui est fait entre les impacts de cette réforme sur le modèle démocratique israélien et ce que ça vient dire et ce que ça vient impacter pour l'identité des Juifs qui n'ont rien à voir citoyennement parlant avec le pays d'Israël. Première chose. Deuxièmement, et c'est la même idée, Joe Biden et les Américains n'auraient probablement jamais osé prendre des positions éthiques. Je parle pas de diplomatie, mais au fond, je parle de positionnement éthique et de condamnation qu'on a qualifié tout à l'heure d'ingérence, s'ils ne se sentaient pas baqués d'une certaine manière par la communauté juive américaine. C'est-à-dire que y ait des évolutions et des tensions même diplomatiques entre les États-Unis et Israël, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais là, le positionnement des États-Unis et de leur président, donc de Joe Biden, sur un sujet qui, effectivement, qu'on peut considérer comme intrinsèquement et proprement israélien, qui regarderait personne d'autre que les citoyens israéliens, Joe Biden ne se serait jamais permis d'aller aussi loin dans son commentaire de la politique et son ingérence dans la politique israélienne si probablement la communauté juive américaine n'avait pas été lui dire mais nous aussi, nous nous sentons fragilisés et inquiétés par cette réforme. Alors je vous rassure, on va continuer à parler à la fois de la position des Juifs américains et de la position des Juifs français, mais on marque une pause et le 4K revient dans un instant. Le 4K revient avec autour de nos micros François Hesbourg, Ariel Schwab, Alberto Toscano, Michel Tauban qui nous a quittés il y a un instant. On va continuer avec vous, Ariel Schwab, sur les Juifs américains se sont montrés hostiles pour une grande part, je dis ça sous votre contrôle, à la réforme judiciaire. Comment vous appréciez la position des Juifs français? Il y a eu toutes sortes il y a eu la position du président du CRIF, favorable à un compromis et favorable aussi aux discussions autour si j'ai bien compris, autour du président Herzog. Il y a une pétition d'universitaires, il y a une lettre ouverte de Maurice Lévy, Anne Sinclair, qui a fait un très bon article. C'est dommage de commencer par dire j'ai honte. J'ai honte. Je sais pas. Est-ce que vous considérez que c'est pas trop fort de dire j'ai honte? J'ai peur de ce qui se passe en Israël, c'est autre chose. Mais j'ai honte. Alors, d'abord, je pense que ce qui est important de réaliser dans le mouvement qui se passe en ce moment en Israël et en diaspora, c'est qu'on a affaire à un phénomène
un sujet de modèle et un phénomène d'opinion. Donc, ça a été mentionné tout à l'heure. Ce qui fait réagir et ce qui fait que, y compris le monde de diaspora, se sent autorisé pour la première fois à réagir avec une forme de désolidarisation ou de condamnation, ou en tout cas à minima des mots très forts, historiquement très forts par rapport au gouvernement israélien, c'est probablement parce que ça touche à un sujet de modèle qui donc, on le disait tout à l'heure, donne la sensation aux Juifs dans le monde que ça les impacte dans leur identité, dans la manière dont Israël contribue à la définition de l'identité juive pour les prochaines années et les prochains siècles, premièrement. Et deuxièmement, il y a vraiment une nouveauté fondamentale dans ce qui se passe en Israël. D'abord, il y a un changement de degré dans le niveau de mobilisation qui est historique, y compris même quand on le rapporte à l'époque des tentes et donc d'une mobilisation qui était sociale et qui était très importante il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une différence de degré, mais il y a aussi et surtout une différence de nature parce que la dernière grande mobilisation de la société israélienne portait sur des sujets d'acquis sociaux ou de défense d'un modèle social. Là, aujourd'hui, on est sur un sujet de défense d'un modèle démocratique. Donc, ces deux raisons-là font qu'effectivement, il y a un niveau d'interventionnisme et d'inquiétude de la part des Juifs dans le monde qui est inédit, je pense, dans l'histoire des relations entre les Juifs de diaspora et d'Israël. C'est sans doute ça qui a motivé des termes comme celui que vous mentionnez dans la tribune d'hier. Cela dit, elle dit aussi qu'elle a beaucoup d'admiration, ce que vous dites, ce que disait aussi tout à l'heure Alberto, beaucoup d'admiration pour le sursaut civique et pour les thèmes qui ont été mis en avant d'attachement à la démocratie, etc. C'est pas seulement de l'admiration, je pense que c'est pour beaucoup de ces leaders d'opinion du monde juif un lieu de rattachement, en fait. C'est-à-dire que, et c'est probablement ça qui fait aussi que le vocabulaire de condamnation va aussi loin, c'est qu'ils se sentent autorisés à se positionner avec une telle ferveur dans la mesure où ils se vivent comme étant rattachés et légitimés par l'ampleur du mouvement d'opinion en Israël. Évidemment que le monde juif ne se serait jamais autorisé à ce type de prise de parole et de condamnation. Je trouve son papier très bien par ailleurs, il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'ai honte alors qu'on est on est au milieu du gué. Mais elle ne le dit pas toute seule, encore une fois, elle le dit au nom de toute la partie de l'opinion publique israélienne qui se mobilise. C'est pas Anne Sinclair ou Maurice Lévy ou le président du CRIF ou des institutions françaises ou américaines qui se lèvent un beau matin et trouvent que cette décision est insupportable pour eux. C'est aussi au regard du niveau de mobilisation contre cette réforme qu'il y a en Israël et par ailleurs, et je pense que c'est aussi un facteur très important, et c'est l'autre mot de la tribune d'Anne Sinclair, c'est au regard d'une grande inquiétude pour le niveau de division que tout cela est en train de jouer dans la société israélienne. Tout ça est parfaitement légitime, mais je remettais en cause un mot, mais le reste du papier est tout à fait juste. François Hesbourg. Oui, j'ajouterais autre chose. Je crois qu'il faut faire une distinction entre ce qui se passe du côté de la communauté juive américaine et ce qui se passe dans les autres parties de la diaspora. Pour deux raisons. La première, bien entendu, c'est que les États-Unis comptent intrinsèquement beaucoup plus pour Israël que les Européens. Je veux dire, en poussant le bouchon un peu loin, je dirais qu'en Israël, il arrive parfois qu'il y ait une certaine impatience, il y a la diaspora française ou autre, sur le thème, écoutez, si vous voulez intervenir dans le débat, vous n'avez qu'à faire votre alia. Et la communauté américaine ne peut pas et n'est pas traitée de cette façon. Et d'autre part, bien entendu, l'enjeu de la réforme en Israël, l'enjeu institutionnel, c'est la Cour suprême. Alors, nous, les Français, la Cour suprême, franchement, nous, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas de Cour suprême au sens israélien ou américain du terme. Par contre, aux États-Unis, la Cour suprême, c'est sacré. Et elle a des pouvoirs tout à fait comparables à ceux de la Cour suprême israélienne. Donc quand on commence à toucher
à la branche judiciaire dans le système à la Montesquieu de l'organisation des pouvoirs aux États-Unis, qui n'est pas d'ailleurs le nôtre, j'ajoute tout de suite. On est dans un autre univers que celui des commentaires de l'équivalent français de J Street versus K Street. Ce qui est nouveau aux États-Unis, c'est précisément, ce n'est plus simplement J Street contre K Street, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils veulent abolir la Cour suprême, mais qu'est-ce qui se passerait aux États-Unis si on voulait abolir la Cour suprême? On crierait naturellement et très justement au coup d'État constitutionnelle. Alors vous me direz, Israël n'a pas de constitution. C'est vrai aussi du Royaume-Uni. C'est pas parce qu'elle n'est pas écrite qu'elle n'existe pas. Oui, mais il y a des siècles de jurisprudence. Absolument. Et il y a une jurisprudence aussi en Israël. En Israël. Et comment autrement dit, ce qui se passe du côté américain va plus loin et a plus d'implications que ce qui se passe dans les autres communautés, et notamment dans la très importante communauté française. Non, mais Alberto. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Dans le cas d'Israël, Israël va avoir 75 ans dans quelques jours. Ouais. C'est une démocratie et un pays qui sont forcés, suite aussi à cette crise. D'ailleurs, on pourrait dire, s'il y a quelque chose, malheur est bon. Israël doit réfléchir sur ses racines, sur sa démocratie, sur son avenir, sur son positionnement dans le monde. Et la Cour suprême, mais ça a été très bien dit par François Hesbourg, est une institution fondamentale en réalité parce qu'elle est le protecteur des valeurs. C'est la garantie de la cohérence des valeurs, surtout... Et jusqu'à il y a peu, elle avait un côté sacré. Elle était sacralisée. Mais elle doit l'avoir, parce qu'en absence d'une constitution et en absence d'une tradition séculaire comme celle de la Grande-Bretagne, Israël a besoin de certains pouvoirs qui garantissent les valeurs. Et si ces pouvoirs sont mis en discussion, les valeurs elles-mêmes sont mises en discussion. Et donc, au moment où Israël arrive à célébrer, avec une fierté bien compréhensible, ses 75 ans d'histoire, elle ne peut pas avoir une mutation génétique qui remet les valeurs en cause. Sur ce sujet sur ce sujet de ce à quoi Israël contribue à définir, et je pense qu'encore une fois, c'est clé dans ce qui se passe et dans la réaction du monde diasporique ces derniers temps. Je pense que ça me rappelle une réflexion qu'avait Aleph Bet Yehoshua, que je trouvais très intéressante. Il disait... il disait qu'on ne pouvait pas être pleinement juif quand on ne vivait pas en Israël. Mais pourquoi il le disait? C'est ça qui est intéressant. On est à moitié juif en diaspora. Voilà, juif partiel. Il appelait ça des juifs partiels. Et ce qu'il y a derrière est très intéressant comme grille de lecture pour ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que Israël contribue à définir qui est juif par la loi du retour. C'est pas la définition orthodoxe ou consistoriale, par exemple, de qui est juif, puisque c'est la loi du retour, c'est beaucoup plus large comme acception du judaïsme. Il n'empêche que dire qui a le droit de bénéficier de la loi du retour, c'est-à-dire d'avoir la citoyenneté israélienne automatiquement au nom du fait qu'il est juif, c'est une définition de qui est juif. Donc ça impacte le monde juif dans sa largeur. Deuxièmement, et c'était aussi très intéressant, il disait, il y a qu'en Israël qu'on est obligé de définir qu'est-ce qu'une prison juive, qu'est-ce qu'une armée juive, qu'est-ce qu'une cour suprême juive, qu'est-ce qu'un juge juif. Il disait même qu'est-ce qu'une prostituée juive. C'est la fameuse chose de Lanzmann dans son film Pourquoi Israël, il s'émerveillait de découvrir des tomates juives. Voilà, exactement. Non, mais alors là, exactement. Mais c'est très très important en fait en réalité, parce que quand on dit Israël définit ce qu'est la justice juive, eh bien de ce fait, nous on est en diaspora très fortement impacté par donc la définition de tous ces aspects du judaïsme que par définition on ne peut que penser sans les déployer ou les mettre en place dans les pays dans lesquels on vit, puisque voilà, on n'est évidemment pas citoyen israélien. Donc je pense que c'est vraiment au nom de cet impact-là qu'ont les décisions fondamentales d'Israël sur le modèle et ce qu'est
un juif, ou en tout cas ce qu'est la totalité de la philosophie juive et de l'identité juive, que le monde de diaspora se sent très très touché par ce qui se passe. Il y a un autre élément que je voudrais souligner pour aller dans le sens de ce que disait Alberto, c'est la nouveauté de ce qui se passe dans l'opinion israélienne aujourd'hui. Jusqu'à il y a très très peu de temps, voire de jours ou de semaines, il y avait une forme d'atonie politique des citoyens israéliens qui vivaient des élections à répétition, dans lesquelles il y avait une abstention absolument phénoménale. Et au fond, moi je trouve moi en tout cas j'étais très marquée souvent par les discussions avec les Israéliens, par leur désengagement de sujets qui pouvaient même pour certains être brûlants, comme y compris jusqu'au conflit israélo-palestinien, sans parler des sujets de société ou des sujets sociaux. Et là il y a un réveil qu'ils vivent eux-mêmes comme porteurs d'espoir, en particulier de la gauche ou des laïcs en Israël qui n'avaient pas pour culture de descendre dans la rue. Mais le dialogue, mais vous conviendrez que le dialogue est difficile. Je crois que nous tous, on vit dans nos milieux. C'est un peu comme la phrase sur l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé, ils n'en ont pas parlé. Oui. Il y a des déchirures quand même. C'est difficile je me réfère à des discussions que j'ai autour de moi. C'est surtout la manière qui est contestable. Mais est-ce que vous convenez que, par exemple, si on parle de la Cour suprême, peut-être qu'il y a des choses à revoir? Peut-être que le fait que il n'y ait pas le mode de nomination, est-ce qu'on serait d'accord pour dire alors on va laisser parce que c'est lui qui a lancé le sujet, François Hesbourg. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Si le sujet est constitutionnel, il faut une majorité. Une super majorité constitutionnelle. Exactement. Et l'affaire est traitée comme une affaire législative ordinaire, exactement. Ce qui est conforme à l'état du droit, certes, en Israël, mais ce n'est pas conforme à une procédure constitutionnelle. Alors, encore une fois, la Constitution n'est pas écrite, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas écrite qu'elle n'existe pas. Si on refuse cette affirmation-là, les divisions vont aller en se creusant davantage. On sait bien combien il est difficile dans nos démocraties, quand je dis nos démocraties européennes ou nord-américaines, de faire des changements constitutionnels. C'est fait pour être difficile. Mais c'est pas par un vote simple à la Knesset qu'on devrait pouvoir toucher à un fondement constitutionnel. Je crois que tous autour de la table, Ariel l'a très bien dit tout à l'heure, on part du principe que la Cour suprême, c'est un élément fondamental de l'être d'Israël. C'est pas du tout bénin. Si on y touche, c'est pas à travers une discussion en commission parlementaire comme on fait pour légiférer. Et puis au pas de charge en plus. Et au pas de charge. Oui. Là, il faut la procédure. Là, j'allais dire, puisque ça nous ramène déjà au débat français, faire une réforme constitutionnelle à coup de 49.3, c'est pas possible en France. Mais visiblement, en Israël, pour l'instant, c'est possible. Et ça, la population, assez logiquement, n'accepte pas. Parce qu'on ne réforme pas une constitution comme ça. Alberto. Non, c'est exactement ce que je voulais dire. Alors, je profite il est pas concevable qu'un élément de valeur, un élément fondateur des institutions, soit modifié à majorité simple de la part d'un Parlement. N'est pas concevable. Parce que l'élément qui caractérise une société en tant que telle et des institutions démocratiques en tant que telles peuvent être bien sûr modifiés, mais il implique une majorité qualifiée. Il implique une adhésion forte. Sinon, mais excusez-moi, à chaque élection, on va changer les bases des institutions elles-mêmes. Ce n'est pas concevable. Mais c'est bien ça qui les inquiète.
En effet. C'est ça qui nous inquiète tous et qui inquiète le peuple israélien, une partie importante du peuple israélien et les communautés juives à l'étranger, comme Ariel a très bien dit. Après, il y a un autre élément dont je pense qu'il faut avoir à l'esprit quand on essaye d'analyser ce qui se passe, c'est la fracture entre le monde laïque et le monde religieux en Israël. Parce que derrière... Il y a vraiment deux éléments parallèles. Il y a la remise en question du modèle de manière complètement cavalière, et la manière dit beaucoup sur l'intention. Donc, je pense quand même que, au-delà de savoir s'il est possible de réformer, effectivement, quand c'est des réformes fondamentales, il faut prendre à bras le corps et avoir conscience de l'ampleur de la réforme qui est proposée et donc le faire dans une dynamique qui soit pas trop cavalière, effectivement. Mais il y a aussi cette fracture fondamentale de la société israélienne. Tu le disais tout à l'heure, Shlomo, est-ce qu'un dialogue est encore possible? Ça fait très longtemps qu'il y a deux pans de la société israélienne qui vivent et évoluent en parallèle. Il faut quand même avoir à l'esprit que le système scolaire israélien a été construit à l'époque des fondements du pays avec deux systèmes parallèles, un système pour les religieux et un système laïque. On parle beaucoup des religieux qui font ou qui ne font pas l'armée, mais en fait la division du monde en deux en Israël commence dès l'école, l'éducation, et donc c'est des mondes qui ne se croisent pas du tout. Et le brassage que peut provoquer l'armée dans un pays, ou que peut permettre l'armée dans un pays, ne le permet pas en Israël, puisque les religieux en tout cas ceux qui sont à la yeshiva, sont exempts de l'armée. Or là, il y a une grande inquiétude, en plus de l'inquiétude sur le modèle, il y a une grande inquiétude du monde laïque en Israël, qui a peur, disons-le comme ça, je pense, de se faire voler son pays, son modèle et ses institutions par les religieux. Jusqu'ici, ils étaient fébriles en termes démographiques, et maintenant, ils deviennent fébriles en termes démocratiques. Alors, je vais vous donner la parole, mais je voudrais qu'on évoque le fait que, bon, ça ne s'est pas fait souvent, hein, mais on a pu entendre parfois faire le rapprochement entre les deux projets de réforme, la réforme des retraites en France et la réforme judiciaire en Israël, ou encore un rapprochement entre les deux types de manifestations, les manifestations ici et les protestations là-bas. On est bien d'accord qu'il n'y a pas photo entre les deux réformes, entre les deux situations. Ouais. Mais avant de répondre à la question, je vais quand même rebondir sur ce qu'a dit très justement Ariel. J'ai un ancien camarade de classe qui a monté une entreprise à Tel Aviv, et spécialisée dans les statistiques, trucs très pointus. Et il dit, écoute, il y a un tiers de la population qui paye les impôts. Il y a un tiers de la population qui fait son service militaire et il y a un tiers de la population qui travaille. Le problème, c'est que c'est tous le même tiers et ils habitent tous à Tel Aviv. Et ça, c'est une façon, évidemment, caricaturale d'évoquer les enjeux. Mais c'est les haredim d'un côté et la Startup Nation de l'autre, c'est un clivage, mais absolument insensé. C'est très difficile. Mais ça m'amène justement à la comparaison avec la France. Les enjeux ne sont pas les mêmes d'abord. L'enjeu en Israël est constitutionnel au sens plein du terme. On est au cœur des valeurs, et notamment le clivage religieux laïque et ainsi de suite, qui vient d'être évoqué. Et puis il y a une autre différence qui est très paradoxale, et les partisans de Jean-Luc Mélenchon diraient peut-être que je les pousse au crime. Et les manifestations françaises... Mais il pourrait prendre des leçons d'un type de protestation qui marche. Les manifestations françaises étaient beaucoup trop petites par rapport à rapporter à la population, par rapport aux manifestations de ces dernières semaines en Israël, quand vous aviez 900 000 personnes dans la rue, et pas seulement à Tel Aviv, même l'autre jour à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo extraordinaire autour, près de la Knesset, et vous avez la colline là, qui est à côté, et la photo était prise en fish eye, comme on dit, parce que
un appareil de photo normal ne pouvait pas prendre une photo suffisamment large pour embrasser toute la manif. Vous aviez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à Jérusalem. Pas chez les start-upers, hein, qui étaient en train de manifester. Par rapport à ça, ce qui s'est passé en France, le peuple dans la rue, le peuple était dans la rue, mais c'était quoi, 4%, 5% du peuple, même si le peuple, par ailleurs, dans les sondages, rejette la réforme. Alors, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Il y aurait beaucoup de sujets à voir, mais je fais un tour de table et vraiment de manière télégraphique, votre coup de cœur ou votre coup de ou votre coup de griffe. Ça peut être les deux en même temps. Alors moi, je continue sur le même thème. J'ai un coup d'inquiétude, un article d'Haaretz que je recommande à la lecture, même des non-abonnés d'ailleurs, qui s'appelle Warning from Poland, qui est une interpellation au nom qui compare en fait la mobilisation des Polonais en 2017 contre une réforme structurelle de leur modèle, qui a en fait, dont l'auteur dans Haaretz raconte que le fait que la réforme ait été mise en pause a été la meilleure tactique du gouvernement polonais pour en fait démobiliser tout le monde et faire passer exactement la même réforme quelques mois plus tard sans aucune mobilisation dans la rue. Et vraiment, son texte est très intéressant à lire sur la tactique de désamorçage d'une opinion qui était complètement mobilisée quelques mois plus tôt pour faire barrage à la vie, à la mort, à une réforme, et qu'il a laissé passer exactement dans les mêmes termes quelques mois plus tard. Donc attention. Alors, je m'excuse, c'est vraiment la mention, Alberto. L'immigration en Italie provenant de la Tunisie et de la Libye n'a jamais été si forte comme à ce moment depuis des années. S'il n'y a pas de tragédie, l'Europe ignore totalement l'importance de ce problème et laisse l'Italie totalement isolée. François Hesbourg, 10 secondes. Même problème, même motif. La volonté du gouvernement tunisien de lutter contre ce qu'il appelle le grand remplacement des Tunisiens par l'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne laisse la Tunisie totalement isolée. Donc, si je puis dire, l'Italie est en bonne compagnie. Et moi, je mets en avant, c'est un coup de griffe, bien sûr, début mai, une offensive contre Israël au Parlement, l'accusant une nouvelle fois d'apartheid. C'est une proposition de résolution dans le cadre de la niche parlementaire dont disposent les communistes à l'Assemblée. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche et Chag Sameach à tous.